À quel moment a-t-on commencé à travailler sérieusement sur le monstre au niveau scientifique et quelles sont les grandes dates, les grandes périodes de modification du regard? Je pense que c'est vraiment à partir de la Renaissance, puisqu'en tout cas chez nous, pendant très longtemps, on était dans une logique de création des espèces qui, de fait, puisque c'était créé par le créateur, était parfaite, donc il n'y avait pas de discussion. Et quand on a commencé à avoir des individus qui étaient quand même sans doute un peu déviants par rapport au schéma de perfection, certains qui n'étaient même pas viables, ça a posé un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui ont commencé à imaginer que c'était peut-être pas la seule façon de penser les choses. Et donc c'est vraiment à partir de la Renaissance que cette science des monstres s'est développée avec un regard qui a pris un peu de distance par rapport au dogme qui prévalait jusque-là, qui était vraiment la création par Dieu de tout ce qui était là. Le 19e siècle a quand même été constitué il y a eu une accélération de la recherche. La biologie a vraiment explosé, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme, mais au 19e siècle, avec en particulier Darwin, et voilà, c'est quand même une façon complètement différente de voir le monde. Et dans ce contexte, les monstres étaient des étapes intéressantes, et qui pouvaient, il y a une collection intéressante derrière le musée de Nantes qui propose des objets, et moi je viens de l'école vétérinaire de Maison-Alfort, on a aussi une collection de monstres, je ne sais pas si c'est le terme. Un cabinet de curiosité. Voilà, et pensez que les photos, les diaporamas, c'est quand même récent dans l'histoire de notre espèce. Et avant, les seules façons de montrer des objets, c'était soit d'avoir les vrais et de trouver une façon de les conserver, soit d'en faire des moulages de cire. Et il y a une collection de moulages de cire à Maison-Alfort, essentiellement de pièces anatomiques, animales, mais pas que. Il y a quelques visages humains. Et si vous allez à Florence, en Italie, vous avez un musée extraordinaire de cire humaine, avec à la fois des pathologies, ce n'est pas des monstres, ce sont juste des situations pathologiques. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a une représentation de la croissance de l'embryon dans un utérus de femme. Et quand on regarde, à l'époque, on pensait que c'était, dès le début, c'était un petit homme, entièrement fait. Et la première étape, c'est un tout petit bonhomme. Et mois après mois, on voit le petit bonhomme qui grandit. Il n'y a pas du tout cette notion d'œuf, de croissance, etc., etc. Et donc, voilà, il y a à la fois des choses qu'on a gardées longtemps, on avait une idée préconstruite, on a oublié de regarder avec ses yeux, on regardait avec sa croyance. Et quand on a vraiment un peu pris la distance par rapport à la croyance, on a commencé à voir. Et les monstres étant un reflet intéressant pour montrer les chemins de traverse qui pouvaient faire comprendre un peu mieux quelle était la grande direction. Comment intègre-t-on le monstre dans la fiction? Monsters always were part of fiction, although they weren't. If you go back, literature is always full of the monstrous. It's full of Grendel. It's full of Scylla and Charybdis. It's full of monsters everywhere. If you sort of advance forward, we engage more and more with the questions of what is the other, and what is the perfectible being, perfectible human. So we move into we move into a period where people are, they're ant people and dog people, and I'm thinking of Margaret Cavendish in the 17th century, but there was always this I'm having trouble thinking, I'm sorry. There's an intersection between far-traveling narratives and monster narratives. The far-traveling narratives are about going a long way away, and monster narratives are about meeting things you don't recognize and trying to figure out how they fit into your worldview. So the far-traveling narrative, which evolves into a lot of science fiction and also a lot of fantasy, it's very natural for it to continue to engage with the question of the other, the question of the monster. The scientific thing then starts mostly with Frankenstein, of course, but as we move forward, some of the most telling examples, and it's explored again and again, but the two most telling examples, I think, are Island of Dr. Moreau by H.G. Wells, and the book that's translated as Heart of a Dog by Mikhail Bulgakov.
which are essentially the same story. Both cases where we engage with the animal as an attempt to create humanity and end up creating monsters in one way or another. But it's so fundamental to the nature of speculative fiction, the question of what is monstrous or what is not us. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Kit, en 1851, en Angleterre, il y a un livre qui paraît qui s'appelle Elements of Geology, donc au départ ça pourrait ne pas nous intéresser trop. Et dans ce livre, il y a une expression qui apparaît et qui est le chaînon manquant, le missing link, qui désigne en géologie une sorte de strate intermédiaire entre deux couches minérales. Et ce terme, bon, qui en géologie prête pas trop à conséquence, va connaître une fortune mais considérable une fois qu'il a été transféré en biologie. Et il va complètement influencer la fiction fantastique et imaginaire, avec effectivement l'île du Docteur Moreau, mais bien évidemment aussi avec le Dr Jekyll et Mr Hyde. Sherlock Holmes aussi. Sherlock Holmes dans Le Chien des Baskerville dit que dénouer un problème, c'est trouver le chaînon manquant. Il y a une histoire pas très bonne avec Sherlock Holmes où quelqu'un s'injecte des cellules de je ne sais quoi et régresse jusqu'à être un homme primitif. Enfin, toute cette idée qui fait que le chaînon manquant, ça va être une espèce de réhabilitation du monstre, dans la mesure où il indique peut-être une sorte d'intermédiaire entre l'ange et la bête, l'homme étant une espèce d'intermédiaire entre l'inachevé et l'achevé. Et donc il y a une deuxième vie du monstre à partir du 19e siècle, et notamment dans l'imagination de la fiction. Il s'intègre dans une logique, en fait, il prend un statut légitime. Il y a, en fait, il y a un point très intéressant concernant le monstre, c'est le regard que l'on a sur lui. Il y a quelque chose qui est toujours assez étonnant, c'est l'exemple des enfants. C'est-à-dire que l'on a, pour un enfant, d'une part la peur du monstre, alors celui qui est dans le placard, sous le lit, bon, on a tous connu cela, et en même temps, le monstre en peluche fonctionne également très bien. On peut même aller jusqu'à réaliser Monster & Co, qui est un long métrage entièrement avec des créatures peuplé de créatures monstrueuses, et là par contre la peur s'efface. Là on a un rapport du spectateur avec le monstre qui est totalement différent. Alors est-ce que c'est dû au fait que l'enfant ait un regard différent de l'adulte, ou est-ce que nous-mêmes on continue à la fois d'avoir peur et d'avoir une espèce disons d'attachement, de tendresse? I think it's more than just children, because as adults, every horror movie that ever was made is about being both attracted to and repelled by the monster. It's one of the basic theories in sort of monster studies, which is an academic pursuit. The idea that we are both repelled and attracted. It starts in childhood, I think, as we are, our parents show us something and we're frightened, and they say, you don't have to be frightened. It's just a puppy. It's just a baby bear, or it's something. But I think that initially, the movement is from revulsion against something we don't recognize to being comforted or charmed into finding it attractive, and that's the teddy bear. Although I don't know about other people, I loved my teddy bear from second one. En fait, si on prend un exemple contemporain de biologie, vous emmenez des enfants voir la faune d'une petite mare chez nous en France, par ici ou dans d'autres régions de France, c'est mieux de venir sur les parents. Parce que les parents vont avoir peur pour leurs enfants. Je ne sais pas si vous connaissez un ditique, si vous connaissez une neppe, si vous connaissez des notonectes, les insectes qu'on trouve dans des flaques d'eau, qui sont effectivement parfois des punaises, qui sont des animaux qui sont carnivores, qui mangent d'autres insectes. Les enfants sont très contents de les voir, de les regarder.
Mais, et spontanément, alors si on leur apprend aussi à les respecter, ne pas forcément les détruire sans raison, mais à regarder cette diversité, ce sont des tout petits animaux. On a l'impression que les parents, s'ils sont là, imaginent l'animal 10 fois plus gros, capable de faire du mal à tout le monde, et vont inculquer une peur a priori aux enfants qui spontanément sont plutôt confiants, et on peut très bien regarder ces petites bêtes sans se faire mal, bien sûr. Et donc il y a sans doute une part d'éducation chez les enfants qui vient des parents, alors que spontanément, on est plus ouvert, on grandit, à une certaine diversité qu'on accepte comme étant justement la richesse de ce qu'on peut retrouver autour de soi. Et il faut peut-être garder cette naïveté au sens positif du terme, qui permet d'accepter l'autre sans préjugés. Parce que